Tu ne te fatigues pas à cause de trop d'efforts. Tu te fatigues à cause de ce que tu supportes et que tu ne devrais pas, à cause de conversations vides de sens, à cause de rester là où tu ne te sens plus à ta place, à cause de continuer à donner de l'énergie à ce qui te vide. La plupart des gens ne sont pas brisés, ils sont épuisés. Et cela, bien que cela ne saigne pas, tue aussi. Être gentil ne signifie pas laisser tout le monde toucher ton âme. Être empathique ne signifie pas absorber le poison émotionnel des autres. Et aimer ne signifie pas rester dans un endroit où tu dois cesser d'être toi-même pour être accepté. Protéger ton énergie n'est pas une mode spirituelle, c'est une urgence. Parce que chaque fois que tu choisis de ne rien dire pour ne pas déranger, chaque fois que tu fais semblant que ce qui te blesse ne t'affecte pas, tu te trahis. Et cette trahison ne crie pas, elle s'accumule. Elle devient de l'anxiété, de l'apathie, du vide, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais pas à quel moment tu as cessé d'être toi. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui attendent encore que les autres changent. Elle est pour ceux qui sont prêts à clore des cycles, à couper des cordes et à avancer léger. Ici, tu vas apprendre à dire non sans culpabilité, à te taire quand parler ne sert plus à rien, à lâcher prise sans regarder en arrière, et à protéger ta paix comme si c'était ta seule patrie. Parce que c'est le cas, ta paix est ton territoire. Et si tu ne la protèges pas, personne ne le fera. Reste. Ces 8 leçons ne sont pas des conseils, ce sont des frontières. Et une fois que tu les as érigées, personne ne te franchira de la même manière. 1. Pose des limites avec fermeté, pas avec culpabilité. Un corps sans peau serait exposé à tout, à la pluie, au vent, aux blessures les plus petites. Chaque frôlement ferait mal comme une brûlure. C'est ainsi que l'on vit sans limite. C'est marcher dans le monde, sans une barrière pour te protéger de l'abus, de la manipulation, de l'épuisement émotionnel. Et il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de laisser ton intégrité à découvert, espérant que le monde ait la délicatesse de ne pas t'écraser. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne s'arrêtent pas là où ils ne voient pas une ligne claire. Si tu ne fixes pas la limite, ils n'hésiteront pas à la franchir. Le problème est qu'on t'a appris à craindre de déranger. On t'a répété que poser des limites, c'est être égoïste, que dire non te rend froid, que te retirer est une forme d'abandon. Mais on ne t'a jamais parlé du coût de ne pas le faire. On ne t'a jamais dit que chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, ton énergie s'épuise. Que chaque fois que tu te tais pour ne pas briser la paix, cette même paix se brise en toi. Que chaque fois que tu cèdes par peur de perdre, tu te perds toi-même. Poser des limites n'est pas une attaque, c'est une déclaration de dignité. C'est rendre clair ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, ce que tu acceptes et ce que tu ne toléreras plus jamais. Tu n'as pas à justifier ta décision, tu n'as pas à donner d'explications détaillées, tu n'as pas à demander la permission pour te protéger. Il suffit que tu comprennes que ce qui n'est pas dit clairement se répète avec souffrance. Et si tu ne mets pas fin aujourd'hui à ce qui t'épuise, demain ce sera un fardeau plus lourd. Parce que ce que tu permets une fois devient une attente. Et ce que tu n'affrontes pas te soumet. Quand tu poseras une limite, ils le remarqueront. Certains s'éloigneront, d'autres seront contrariés. Et c'est là que la culpabilité apparaît. Cette voix intérieure qui te dit que peut-être tu as été trop dur, que peut-être tu as exagéré, que la bonne chose à faire était de céder un peu plus. Mais cette culpabilité n'est pas la tienne. C'est le résidu émotionnel de années de complaisance. C'est la réaction d'un esprit entraîné à plaire. Ne l'écoute pas. La culpabilité n'est que la résistance naturelle au changement lorsque tu cesses d'être une victime pour devenir le gardien de ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour être ferme. La fermeté ne crie pas, ne menace pas, n'humilie pas. La fermeté est silencieuse, mais percutante. On la ressent dans ton ton, dans ton regard, dans ta présence. C'est cette assurance qui dit « Je ne suis plus disponible pour tout le monde. Je ne vais plus dire oui alors qu'à l'intérieur, je m'éteins. Je ne vais plus expliquer ma valeur à celui qui n'a jamais eu l'intention de la comprendre. » Le stoïcisme ne te demande pas de t'enfermer dans une bulle, mais d'apprendre à identifier ce qui te soustrait.
Il t'apprend à reconnaître que prendre soin de ta paix n'est pas un acte d'arrogance, mais de sagesse. Que poser des limites ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que quand tu sais jusqu'où va ton énergie, tu sais aussi à qui tu ne dois plus donner accès. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demandera plus que tu ne peux donner, souviens-toi de ceci. Dire non est aussi un acte d'amour, mais cette fois envers toi. Et ça, personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Retire-toi à temps de ce qui ne vibre plus avec toi. S'accrocher à ce qui ne vibre plus avec toi est comme essayer d'allumer un feu avec des cendres. Peu importe combien tu souffles, combien tu insistes ou combien tu attends. Ce qui était autrefois du feu n'a plus de vie. Et plus tu t'efforces de le raviver, plus tu te rempliras de fumée et de frustration. Le problème est que nous avons du mal à accepter quand quelque chose est terminé. On nous a appris à résister, à rester, à insister même quand notre âme nous crie qu'il est temps de partir. Mais rester par habitude, c'est te trahir. Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre jusqu'à la fin, mais de savoir quand faire un pas en arrière, non pas par peur, mais par respect pour soi-même. Tout ce qui t'a fait du bien un jour n'a pas à t'accompagner pour toujours. La vie change, tu changes, et ce qui te faisait vibrer hier peut aujourd'hui drainer le peu d'énergie qu'il te reste. Il y a des lieux, des personnes et des situations qui cessent de résonner avec toi, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'appartiennent plus à ton processus actuel. Mais quand tu t'accroches, tu restes coincé sur une fréquence qui n'est plus la tienne. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu sais que quelque chose s'est brisé, mais tu refuses de l'accepter. Alors tu fais semblant, tu tolères, tu forces. Mais la déconnexion interne ne peut pas être cachée longtemps. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas échouer, que se retirer n'est pas abandonner, qu'il y a des batailles qui ne sont gagnées que lorsque tu décides de ne pas te battre, car continuer à investir du temps et de l'énergie dans ce qui ne vibre plus avec toi est comme marcher avec les pieds attachés à des blocs de béton. Tu avances lentement, tu es fatigué, et tu ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu t'arrêtes et tu comprends que ce qui te pèse n'est pas la vie, mais ce que tu refuses de lâcher. Se retirer à temps est une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est avoir le courage d'admettre que quelque chose a accompli son cycle, que tu n'as pas besoin de porter tout ce qui a été important un jour. Parce que ce qui compte vraiment ne te demande pas de te trahir pour rester. Ce qui est réel n'exige pas que tu éteignes ta lumière pour que ton environnement ne soit pas dérangé. La peur de lâcher prise vient de l'idée erronée que tu vas te retrouver seul, que tu ne trouveras jamais rien de semblable, que l'abandon est un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas abandonner, c'est se purifier, c'est faire de la place, c'est arrêter de porter ce qui ne nourrit plus ton essence, c'est dire « jusqu'ici ». Parce que je me dois du respect, parce que mon énergie ne se sent plus vivante ici, parce que mon intuition ne me soutient plus en cet endroit. Quand tu apprends à te retirer à temps, quelque chose en toi se libère. Tu retrouves de la clarté. Tu commences à t'écouter à nouveau. Ton corps cesse de se tendre. Tes pensées cessent de se battre entre ce que tu désires et ce que tu supportes. Et alors, tu découvres que tu n'as jamais été en train de perdre. Tu apprenais simplement à ne pas te donner à moitié. Tous les chemins ne sont pas pour toujours. Et toutes les personnes ne sont pas faites pour t'accompagner dans toutes tes versions. Le véritable amour de soi se démontre au moment exact où tu décides de ne pas rester là où tu n'es plus toi. Alors, regarde bien. Si ça ne vibre plus, n'insiste pas. Si ça ne brûle plus, ne te brûle pas. Si ça n'ajoute plus, lâche prise. Parce que chaque fois que tu choisis de partir à temps, tu restes avec toi. Et ça, sans aucun doute, est la plus grande loyauté que tu peux avoir. 3. Choisis le silence comme une réponse puissante. Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une protection. Comme un guerrier qui ne dégaine pas son épée, non pas par peur, mais parce qu'il sait que tout ne mérite pas une bataille. Il y a des mots qui ne font qu'alimenter les conflits, des réponses qui vous embrouillent plus qu'elles n'éclaircissent, des dialogues qui ne cherchent pas à comprendre, mais à dominer. Et lorsque vous répondez par réaction,
Vous entrez dans un jeu où vous perdez toujours quelque chose, votre énergie, votre calme, votre équilibre. Il ne s'agit pas de garder le silence par faiblesse. Il s'agit de savoir quand votre voix n'a plus besoin de se défendre. Parce que parfois, le bruit d'autrui ne mérite pas votre réponse. Non pas parce que vous n'avez pas raison, mais parce que votre paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Il y a des moments où le silence est le langage le plus sage que vous pouvez utiliser. Un langage qui ne cherche pas à convaincre, mais à préserver. Dans une société où l'on récompense celui qui crie le plus fort, celui qui répond vite, celui qui s'impose avec des mots, garder le silence semble démodé. Mais c'est là que se trouve le piège. On vous pousse à réagir, à vous défendre de tout, à justifier chaque pas que vous faites. Et dans cette hâte d'expliquer, de clarifier, de prouver que vous avez raison, vous vous épuisez. Vous perdez de l'énergie dans des discussions qui ne changent rien. Vous nourrissez des égos étrangers. Vous sacrifiez votre tranquillité pour un argument qui, au fond, n'allait jamais être écouté. Le stoïcisme enseigne à choisir le silence comme une décision consciente, non comme une évasion. Marc Aurèle a écrit que lorsque quelqu'un vous attaque, vous pouvez choisir de ne pas laisser ses paroles vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de participer à tout. Tout ne mérite pas votre présence, votre émotion, votre énergie. Parfois, se retirer en silence est l'acte le plus puissant que vous pouvez offrir. Le silence n'est pas toujours confortable. Il y a des gens qui se sentent obligés de remplir chaque espace avec des explications, des excuses, des phrases qui cherchent l'approbation. Mais cette impulsion est de la peur déguisée, peur d'être mal interprété, de ne pas être compris, de paraître indifférent. Cependant, en pratique, plus vous vous taisez face à ce qui ne mérite pas votre réponse, plus vous reprenez le contrôle sur vous-même. Parce que dans le silence se trouve l'observation, la stratégie, la force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Choisir le silence, c'est aussi choisir de ne pas escalader. C'est se rendre compte que certaines provocations n'existent que pour vous voler votre calme, que certains commentaires sont conçus pour vous blesser, pas pour construire, qu'il y a des gens qui cherchent la guerre, pas le dialogue. Et c'est là que le silence devient votre bouclier. Parce que lorsque vous ne répondez pas, vous brisez la chaîne, vous rompez le cycle, vous protégez votre énergie. Il y a ceux qui verront votre silence comme une défaite, comme si céder la parole était perdre du pouvoir. Mais c'est leur problème, pas le vôtre, parce que celui qui a la clarté n'a pas besoin de bruit. Et celui qui a la paix n'a pas besoin d'expliquer constamment pourquoi il ne se laisse pas emporter par la tempête. Le silence bien choisi n'est pas vide, c'est une déclaration de force intérieure. C'est la façon la plus propre de dire « cela ne me touche pas, cela ne me définit pas, cela ne mérite pas ma voix ». Et lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez dangereux pour ceux qui ne savent manipuler qu'avec du bruit. Alors la prochaine fois que quelqu'un voudra vous entraîner dans son chaos, souvenez-vous, le silence ne vous rend pas moins, il vous rend libre. N'expliquez pas ce que vous savez déjà, qui ne sera pas compris. Ne discutez pas ce qui ne cherche pas d'accord. Ne répondez pas à ce qui n'est pas à votre hauteur. Taisez-vous, observez, restez ferme. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le dire tout le temps. Son silence le rend clair. Mot 4. N'absorbe pas le chaos émotionnel des autres. Une maison sans mur n'a pas de défense. Tout entre. Le vent, la pluie, le froid, les cris de la rue, les déchets que le monde traîne. C'est ainsi que l'on vit lorsque l'on ne pose pas de limites émotionnelles. Tout ce qui est à l'extérieur se faufile à l'intérieur. Les plaintes des autres, les traumatismes non résolus des autres, leurs peurs, leurs frustrations. Et le pire, c'est que souvent, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu penses que tu aides, mais ce que tu fais, c'est permettre au chaos de l'autre d'avoir les clés de ta stabilité. Il y a des gens qui ne cherchent pas à se soulager, ils cherchent à se décharger. Des gens qui ne veulent pas guérir, ils ont juste besoin de quelqu'un pour supporter leur poids pendant qu'ils continuent à s'enfoncer. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne sais pas distinguer ce qui est à toi de ce qui est à autrui, tu vas être cette maison ouverte où n'importe qui entre pour déposer ses déchets émotionnels, sans préavis, sans permission. Et toi, sans t'en rendre compte,
tu deviens le récepteur de toute cette énergie qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme t'offre une leçon claire. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, mais tu peux décider si cela entre ou non dans ton esprit. Tu n'es pas obligé d'absorber la mauvaise journée de personne, ni de vivre entraîné par les états émotionnels de ceux qui ne savent pas se gérer. Tu peux être présent sans être une éponge. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux comprendre sans être brisé de l'intérieur. Les gens confondent empathie et sacrifice. Ils pensent que pour être bon, il faut tout supporter, que aimer, c'est accepter le déséquilibre de l'autre comme s'il faisait partie du contrat. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de l'abandon de soi. Si chaque fois que quelqu'un va mal, tu te décomposes aussi, alors tu n'aides pas, tu t'annules. Il y a des gens qui viennent à toi brisés, et c'est bien, nous le sommes tous à un certain niveau. Le problème est que ces personnes ne veulent pas se reconstruire, elles veulent juste distribuer leurs fragments pour ne pas se sentir seules dans leur douleur. Et tu les colles un par un pensant que cela répare quelque chose, mais cela ne répare rien. Tu te fragmentes toi aussi. Apprendre à ne pas absorber nécessite du courage, parce que parfois cela signifie se taire quand tu sais que l'autre cherche seulement un conflit, ou partir quand tu vois que l'énergie de l'environnement te retourne l'estomac, ou dire à quelqu'un « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne vais pas laisser cela définir ma journée. » Et oui, ils vont penser que tu es froid, que tu n'as pas de cœur, mais c'est parce qu'ils sont habitués à ce que les autres se brisent avec eux. Quand tu restes ferme, quand tu protèges ton centre, tu brises ce schéma. Ne deviens pas le conteneur de la douleur que les autres ne veulent pas regarder. Ne permets pas que le chaos de quelqu'un d'autre soit la raison pour laquelle tu perds ta paix. Ce n'est pas de la maturité, c'est de la négligence émotionnelle. Parce que ce qui entre sans filtre ne t'affecte pas seulement un moment, il s'installe. Et quand il s'installe, il commence à définir comment tu penses, comment tu réponds, comment tu vis. Mets des limites à ton énergie. Quand tu sens que quelque chose te contamine, éloigne-toi. Quand une conversation ne tourne qu'autour du drame et de la plainte, coupe. Quand quelqu'un n'apparaît que pour te laisser épuiser, reconnais le schéma. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton espace intérieur. Tout le monde ne peut pas toucher ta tranquillité sans conséquence. Tu n'es pas ici pour porter le poids du monde entier. Tu es ici pour construire ton propre équilibre. Et à partir de là, oui, tu peux être une lumière. Mais si tu t'éteins en soutenant les autres, alors personne ne gagne. Toi moins encore. 5. Sois toi-même, même si cela dérange les autres. Être authentique dans un monde qui exige des masques est comme marcher pieds nus sur du verre. Ça fait mal, mais ça te rappelle que tu es toujours en vie. Parce qu'être vraiment soi-même, sans filtre, sans fioriture, sans s'adapter à ce que les autres attendent, ne sera pas toujours bien accueilli. En fait, il sera souvent critiqué, remis en question, mal interprété. Mais prétendre être ce que tu n'es pas, juste pour t'intégrer, finit par te coûter plus cher. Et pas seulement à l'extérieur. À l'intérieur aussi ça te coûte. Tu perds de l'énergie à essayer de maintenir une version de toi qui ne te représente pas. Et ça épuise. Depuis tout petit, on nous apprend à ne pas déranger, à nous intégrer, à taire ce que nous pensons si cela peut déranger, à adoucir ce que nous ressentons pour ne pas être pointé du doigt. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te réduire. Tu deviens de plus en plus petit, plus correct, plus facile à digérer pour les autres, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus si ce que tu montres est qui tu es, ou simplement une version approuvée par ton environnement. Et c'est là que tu perds tout, parce que rien ne vaut plus que de vivre en cohérence avec toi-même. Le stoïcisme t'apprend à agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Sénèque disait que vivre selon la nature, c'est vivre selon ton essence. Et ton essence n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas besoin d'être validée pour exister. Elle a juste besoin d'espace. Mais cet espace, on ne te le donnera pas. Tu dois le prendre. Et quand tu le feras, plus d'un se sentira dérangé. Parce qu'être toi-même est un acte de liberté. Et la liberté des autres dérange ceux qui sont prisonniers de ce que les autres pensent.
Il y aura des gens qui préféreront la version soumise de toi. Celle qui ne disait pas ce qu'elle pensait, celle qui cédait toujours, celle qui ne remettait rien en question. Et quand tu commenceras à te montrer réel, direct, ferme, ils se sentiront mal à l'aise. Non pas parce que tu es injuste, mais parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Parce que tu as cessé de jouer le rôle qui leur convenait. Et ce malaise n'est pas de ta responsabilité. C'est le prix de ton authenticité. Un prix qui vaut chaque centime. Sois toi-même, même si cela implique de perdre des espaces, des personnes ou des environnements. Parce que si tu dois te sacrifier pour être accepté, ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la soumission déguisée. Ta voix a du poids, ta vision a de la valeur, ta façon de ressentir le monde a le droit d'exister. Et celui qui ne peut pas vivre avec ça, choisit de s'éloigner de la vérité, pas de toi. Ne cherche pas à adoucir ton intensité, ta façon de penser, ton énergie, juste pour être moins problématique. Parce qu'à la fin, si tu te moules trop, ce qui reste n'est pas toi, c'est une copie. Et les copies ne vibrent pas, n'inspirent pas, ne restent pas. Elles s'usent juste en essayant de plaire à tout le monde. Être authentique signifie aussi accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour vivre à partir de ton centre, avec fermeté, clarté, respect pour ce que tu es. Tu n'as pas à t'expliquer, à te justifier, à adoucir ta vérité pour qu'elle soit plus confortable à entendre. Quand tu seras vraiment toi, tu attireras ce qui te correspond. Des relations plus honnêtes, des décisions plus claires, un chemin plus léger. Parce que tu ne joueras plus. Tu ne demanderas plus la permission d'exister. Tu vivras à partir de ta vérité. Et ça, même si ça dérange, c'est ce qui libère le plus. Alors, ne te réduis pas, ne t'édite pas, ne te cache pas. Parce que plus tu es fidèle à toi-même, plus ton énergie devient forte. Et cette énergie, même si elle dérange certains, éclaire ceux qui cherchent aussi la valeur d'être eux-mêmes. Et c'est ça, le véritable impact. Non pas plaire, mais éveiller. 6. La distance est aussi une forme d'amour-propre. Un corps empoisonné ne se guérit pas en buvant plus de poison. Il se guérit en s'éloignant de la source. Il en va de même avec les personnes, les environnements, les dynamiques qui vous intoxiquent de l'intérieur, même si elles ne laissent pas de marques visibles. Le problème est que parfois, le poison se déguise en affection, en habitude, en promesses vides ou même en famille. Et vous restez là, sachant que quelque chose vous ronge, mais sans bouger, comme si s'éloigner était une trahison. Alors qu'en réalité, s'éloigner est la façon la plus claire de vous sauver. Il y a des liens qui ne tiennent que parce que vous êtes toujours là. Non pas par amour, mais par peur. Peur de ce qui se passera si vous faites un pas en arrière. Peur qu'on vous traite de froid, distant, insensible. Mais personne qui valorise votre bien-être ne vous demandera de rester là où vous vous perdez. La distance ne brise pas ce qui est réel, elle ne fait que fissurer ce qui était déjà fissuré et que vous, par loyauté mal comprise, refusiez de lâcher. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez pas de contrôle sur les émotions des autres, mais que vous avez le contrôle sur votre présence. Vous pouvez choisir de ne pas participer à une dynamique qui vous dérange. Vous pouvez vous retirer sans culpabilité des conversations qui finissent toujours de la même manière. Vous pouvez disparaître d'un espace où vous n'êtes plus respecté, non pas par orgueil, mais par santé. Parce qu'il y a des limites qui ne sont pas annoncées. Elles sont établies par le silence et l'absence. La distance n'est pas toujours physique. Parfois, il s'agit de cesser de justifier l'injustifiable, de cesser de réagir à celui qui cherche toujours à vous entraîner dans son drame, de cesser d'attendre tout de celui qui n'a plus rien à vous offrir. Et de le faire sans colère, sans cri, sans besoin d'expliquer quoi que ce soit. Simplement vous éloigner, comme celui qui comprend que pour guérir, il ne peut pas continuer à respirer de l'air contaminé. Mettre de la distance ne signifie pas haïr. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez plus continuer à céder votre énergie à ce qui ne change pas, à ce qui n'écoute pas, à ce qui ne construit pas. Si quelque chose ou quelqu'un vous consomme la paix, vous perturbe l'équilibre ou vous sort constamment de votre centre, ce n'est pas l'amour qui vous y attache, c'est la dépendance.
Et la dépendance ne se brise pas avec plus d'affection, elle se brise avec décision. Les gens confondent proximité et connexion. Mais être proche ne signifie pas toujours être bien. Il y a des silences qui vous accompagnent plus que 1000 mots. Il y a des absences qui vous embrassent plus qu'une présence vide. La distance vous permet d'observer sans le bruit de l'habitude, sans le poids émotionnel qui obscurcit votre jugement. Et dans cette clarté, vous découvrez souvent des vérités que vous refusiez auparavant de voir, que l'amour n'est pas suffisant, que le respect n'était pas là, que votre place dans cette histoire n'existe plus. La distance est un acte de responsabilité envers vous-même. C'est se regarder dans le miroir et dire « Je ne peux pas rester ici sans payer un prix très élevé ». C'est comprendre que tout ne se règle pas en parlant, que parfois, on ne peut régler les choses qu'en partant. Et si ça fait mal, c'est normal. La douleur fait aussi partie de la croissance. Mais ne confondez pas la douleur avec le recul. Parce que si s'éloigner est ce qui vous rend la paix, alors c'est le bon pas. Personne d'autre ne protégera votre énergie pour vous. Personne d'autre ne prendra soin de votre stabilité comme vous devriez le faire. Si vous continuez à attendre que l'environnement s'adapte à votre calme, vous allez vous épuiser à attendre ce qui n'arrivera jamais. Prenez la distance dont vous avez besoin, autant de fois que nécessaire, non pas pour punir, pour vous rappeler qu'avant d'être là pour les autres, vous devez être là pour vous-même. C'est la distance qui ne sépare pas, c'est celle qui vous rend. 7. Avance sans demander la permission. Un arbre ne demande pas la permission de grandir, il ne demande pas à la forêt s'il peut étendre ses racines, ni ne consulte le vent pour savoir s'il est temps de fleurir. Il le fait simplement. Parce que sa nature est de s'étendre, d'avancer, d'occuper son espace. C'est ainsi que tu devrais te déplacer dans la vie, sans excuse pour vouloir plus, sans attendre que le monde applaudisse tes pas, sans demander la permission à ceux qui n'ont jamais marché dans tes chaussures. Depuis l'enfance, on nous apprend à demander l'approbation, que si tu vas prendre une décision, tu dois d'abord consulter, que si tu veux changer quelque chose, quelqu'un doit être d'accord. Et ainsi, tu grandis en croyant que chaque pas doit être validé par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que celui qui vit en mesurant chaque mouvement selon la réaction des autres finit par s'arrêter. Paralysé par les opinions, par les jugements, par les peurs qui ne sont même pas les siennes. Avancer sans demander la permission ne signifie pas agir avec arrogance. Cela signifie agir avec conviction. Cela signifie que si tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à celui qui n'a jamais compris ta destination. Cela signifie que tu peux respecter les autres sans trahir ce que tu sais être juste pour toi. Et oui, certains seront dérangés. Ils diront que tu as changé, que tu t'es éloigné, que tu n'es plus le même. Mais il ne s'agit pas de changer pour te perdre, il s'agit de grandir pour te retrouver. Le stoïcisme t'apprend à agir selon tes valeurs, pas selon l'acceptation des autres. Marc Aurèle disait que ce qui compte, c'est ce que tu fais, pas ce que les autres pensent de ce que tu fais. Parce que si tu bases tes décisions sur le plaisir des autres, tu n'auras jamais de clarté. Tu seras comme une feuille emportée par le vent des attentes, toujours soucieuse de ne pas déranger, de ne pas se démarquer, de ne pas gêner. La vérité est que progresser fait du bruit. Ton évolution va confronter ceux qui vivent dans la stagnation. Ta clarté va déranger ceux qui vivent dans la confusion. Ta liberté va heurter ceux qui vivent piégés par ce que les autres attendent d'eux. Et c'est bien, ce n'est pas ton travail d'adoucir ton chemin pour que les autres ne se sentent pas insécurisés. Ton travail est d'avancer avec fermeté, même si tes jambes tremblent, même si tu es seul, même si personne ne comprend. Attendre l'approbation est une forme subtile d'abandon. Parce que pendant que tu attends le feu vert des autres, le temps passe, les opportunités se refroidissent et la motivation s'effrite. Ce que tu ne fais pas pour toi, personne ne le fera. Et celui qui a besoin que tout le monde l'approuve avant de bouger, ne bouge jamais. Avancer, c'est aussi apprendre à dire « c'est mon chemin », même si tu ne le partages pas.
c'est soutenir tes décisions quand les applaudissements cessent, quand les critiques arrivent, quand le silence des autres essaie de te faire douter. Et dans ces moments, ta plus grande force ne sera pas la certitude externe, ce sera la loyauté interne. Cette voix qui sait que même si tout le monde ne comprend pas, tu fais ce qui est juste pour toi. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance. Tu n'as pas besoin de demander la permission de guérir, de t'éloigner, de recommencer. Chaque pas que tu fais vers toi-même est valide, même si personne ne le célèbre. Parce que l'applaudissement le plus important n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui de ta conscience tranquille. Alors marche, même s'ils ne te suivent pas, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils te critiquent, parce qu'avancer n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de respect pour ce que tu es, pour ce que tu as vécu et pour ce que tu construis. Et celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu demandes la permission. Il a juste besoin de voir que tu es toi, sans peur, sans pause et sans abandon. 8. Fais de ta paix ta priorité absolue. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est comme l'oxygène. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, mais sans lui, tu t'éteins. Tu tombes malade, tu te perds. Et pourtant, c'est la première chose que tu sacrifies. Tu la donnes pour éviter un conflit, pour maintenir une relation brisée, pour t'intégrer là où tu ne devrais pas. Tu l'échanges contre l'appartenance, l'acceptation, le silence plutôt que la vérité. Et puis tu te demandes pourquoi tu vis sur le fil du rasoir, pourquoi tout te pèse, pourquoi tu ne peux pas dormir même s'il n'y a pas de bruit dehors. La réponse est simple, parce que le bruit est à l'intérieur. Fais de ta paix ta priorité, même si cela implique de perdre certaines personnes, d'abandonner certains lieux, de terminer certaines histoires. Tout ce qui a fait partie de ta vie à un moment donné n'a pas besoin de continuer si le prix à payer est ton équilibre. Il y a des liens qui ne tiennent que si tu renonces à ta voix. Il y a des environnements qui ne fonctionnent que si tu avales l'inconfort. Il y a des jours qui commencent avec de l'anxiété parce que tu sais que tu vas devoir affronter la même chose que d'habitude. Ce n'est pas une vie, c'est de l'usure chronique. La paix ne se trouve pas, elle se construit, elle se défend. Elle se choisit. Elle n'apparaît pas un jour comme une récompense. Elle se cultive à chaque décision que tu prends. Elle est dans le silence que tu décides de garder quand tu sais que parler ne fait qu'alimenter le conflit. Elle est dans la limite que tu fixes sans peur, sans tremblement, sans justification. Elle est dans le moment où tu dis « ceci n'est plus pour moi » et tu pars sans regarder en arrière. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans chaos, mais il te donne des outils pour que ce chaos ne te dévore pas. Il t'apprend à ne pas réagir à tout, à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, à agir avec un but plutôt que par impulsion. Et cette façon de vivre, plus claire, plus concentrée, plus libre, n'est rien d'autre que le chemin direct vers la paix intérieure. Quand tu fais de ta paix une priorité, tout change. Tes décisions ne naissent plus de la peur, mais de la conscience. Tes relations ne sont plus basées sur le besoin, mais sur l'affinité. Tes objectifs cessent d'être une course désespérée pour la validation et deviennent une extension naturelle de ce que tu es. Les gens qui ne comprennent pas cela penseront que tu es devenu distant, froid, égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. C'est savoir que personne ne peut habiter ton esprit à ta place, que si ton monde intérieur est en guerre, le reste n'a pas d'importance. Ta paix est ton foyer, c'est ton temple, c'est ton centre. Et si tu ne la défends pas, tout ce qui est externe te traînera. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te provoquer, quelqu'un qui voudra te déstabiliser, quelqu'un qui voudra t'imposer son rythme, mais tant que tu gardes ton calme, il ne gagne pas. Tant que tu réponds avec clarté, pas avec colère, tu conserves le pouvoir. Et tant que tu sais qui tu es, le bruit extérieur perd de sa force. Le véritable succès n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir bien. Et tu ne comprends cela que lorsque tu en as assez des guerres sans sens, des luttes internes qui ne mènent à rien. Quand enfin tu choisis la paix, non pas comme une échappatoire, mais comme un acte de maturité. Alors tout s'emboîte.
Alors tu comprends que rien ne vaut plus que d'être bien avec toi-même. Ni l'amour, ni l'approbation, ni les applaudissements. Fais de ta paix ton bouclier, ta boussole et ton chemin. Parce que de là, tout ce que tu construis aura du sens. Et tout ce que tu lâches ne sera pas une perte, ce sera un retour à toi. Et ce sera toujours le meilleur endroit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas, l'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, est comme un cheval sauvage, puissant, rapide mais incontrôlable. Il vous entraîne où il veut, vous jette au sol, vous piétine si vous n'apprenez pas à monter avec fermeté. Et la plupart des gens passent leur vie ainsi, à monter sans rêne, croyant que leurs émotions, leurs peurs et leurs blocages font partie de leur nature. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des signes que vous n'avez jamais appris à prendre le contrôle. Vous n'êtes pas endommagé, vous êtes distrait, vous ne manquez pas de force, vous manquez de direction. Et dans un monde qui récompense l'immédiat et punit le silence, il n'est pas étonnant que votre esprit soit devenu une cage où seuls survivent les doutes, la peur de l'erreur et le bruit constant de ce que vous devriez être. Le stoïcisme n'est pas venu pour décorer votre fil d'actualité avec de jolies phrases. Il est venu pour vous apprendre à regarder en face ce qui fait mal, à résister à ce qui pèse et à agir sans attendre des conditions idéales. C'est la philosophie de celui qui ne se rend pas quand tout s'effondre. Marc Aurèle écrivait pour ne pas s'effondrer au milieu de l'Empire. Vous écrivez des excuses quand vous ressentez à peine la pression. Le voyez-vous? Si vous continuez à attendre de vous sentir bien pour agir, vous perdrez votre vie dans la salle d'attente. Vous n'êtes pas venu pour vous cacher derrière vos émotions. Vous êtes venu pour les dominer. Parce que le problème n'est pas ce que vous ressentez. Le problème est que vous croyez tout ce que votre esprit dit quand il est en crise. Et c'est là que l'entraînement stoïcien intervient, pour mettre de l'ordre, pour remettre en question, pour choisir avec intention, même au milieu du chaos. Ces 8 leçons ne sont pas une inspiration passagère, ce sont des outils pratiques pour celui qui est prêt à dompter ce cheval sauvage qu'il a dans la tête. Si vous continuez, c'est parce que vous êtes prêt à arrêter de vivre à la merci de vos pensées et à commencer à les diriger. Ici, il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du courage. Alors, ajustez votre corps, faites taire le bruit et préparez-vous, parce que maintenant le vrai travail commence. 1. Lâche les rênes de l'incontrôlable. Imagine-toi accroché au volant d'une voiture qui a déjà perdu le contrôle. Le moteur en feu, les freins cassés, et toi, avec les mains tremblantes, essayant de tourner le volant comme si tu avais encore du pouvoir sur ce qui va arriver. Sais-tu ce que tu fais quand tu vis comme ça? Tu dépenses ton énergie sur ce qui ne dépend plus de toi. Et c'est la recette parfaite pour l'épuisement mental, l'anxiété chronique et l'auto-tromperie. Tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à toi. Le premier principe stoïcien ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en s'effondrant. Quand la vie te montre, à coups durs, que peu importe combien tu supplies, tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas empêcher les autres de te décevoir, tu ne peux pas prédire chaque résultat. Et c'est là, juste là, que tu dois choisir. Soit tu continues à t'épuiser en essayant de déplacer le vent, soit tu tournes ton regard vers toi et commences à gouverner le seul territoire qui t'appartient vraiment. Ton esprit, tes actions, tes décisions. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est rediriger la force. C'est arrêter d'utiliser tes mains pour forcer des portes fermées et commencer à les utiliser pour en construire de nouvelles. Combien de fois t'es-tu retrouvé bloqué en attendant que quelqu'un change? Combien d'opportunités as-tu perdues en restant coincé dans le « pourquoi cela s'est-il passé » au lieu de bouger avec ce que tu as? Le stoïcien ne s'arrête pas pour pleurer sur ce qui ne dépend pas de lui. Le stoïcien observe, accepte et agit, non pas par impulsion mais par clarté. Regarde, ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. C'est savoir quand tu combats une guerre perdue. C'est comprendre que le monde ne t'appartient pas, mais ta réponse, oui.
Et quand tu apprends à lâcher ce que tu ne contrôles pas, tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux, ton focus. Parce que celui qui vit obsédé par le contrôle de l'extérieur néglige toujours l'intérieur. Et c'est là que commence le véritable chaos, quand tu perds le contrôle de toi-même en essayant de dominer les autres. Pose-toi cette question inconfortable. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler aujourd'hui qui n'est pas de ta responsabilité? Une personne, un résultat, une image que tu veux maintenir? La réponse à cette question peut être le premier pas vers ta libération mentale. Parce que le problème n'est pas le monde, c'est ton besoin que le monde soit comme tu le veux. Et ça, franchement, ça ne va pas arriver. Alors lâche. Mais lâche avec force, avec caractère, avec décision. Pas avec tristesse, ni avec défaite. Lâche parce que tu comprends que ton énergie vaut plus que ton obsession. Lâche parce que la chose la plus puissante que tu peux faire n'est pas de forcer, mais de couler avec stratégie. Lâche parce que le stoïcien ne demande pas de garantie, il agit avec ce qu'il a et continue d'avancer. Et la prochaine fois que tu te retrouves à serrer les dents pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler, rappelle-toi ceci. Le véritable pouvoir n'est pas d'imposer le cours de la rivière, mais d'apprendre à la naviguer sans te perdre toi-même. Parce que celui qui y parvient est déjà au-dessus du chaos. Et tu peux être cette personne si tu décides de lâcher prise aujourd'hui. 2. Fais la paix avec ce qui est. Insister pour que la réalité soit différente, c'est comme discuter avec un mur en espérant qu'il te donne raison. Tu peux lui crier dessus, le pousser, le frapper, et il restera là, immuable, identique, parce que la réalité ne se façonne pas avec le désir, elle se confronte avec la compréhension. Celui qui ne comprend pas cela vit en conflit permanent. En revanche, celui qui accepte ce qui est, récupère le contrôle qu'il perdait auparavant dans la résistance. Accepter n'est pas se rendre, c'est reconnaître le terrain sur lequel tu te tiens, c'est arrêter de perdre du temps à exiger que les choses soient différentes et commencer à bouger avec ce que tu as. N'est-ce pas ce dont tu as vraiment besoin? Action, pas plainte, direction, pas illusion. Parce que quand tu te bats avec ce qui est déjà là, tu ne fais que t'embourber dans une souffrance inutile. La plupart de tes blocages mentaux ne viennent pas du monde, ils viennent de ton combat interne avec ce que tu ne peux pas changer. Tu es contrarié par la façon dont quelque chose s'est terminé, comment quelqu'un t'a traité, comment les choses ne se sont pas passées. Je comprends. Mais si c'est déjà passé, si c'est déjà devant toi, combien de temps vas-tu encore t'empoisonner en le résistant? Le stoïcien ne gaspille pas sa force à souhaiter que la pluie ne tombe pas. Il sort son manteau et continue à marcher. Accepter une situation difficile est le premier pas pour la surmonter. Cela semble évident, mais peu de gens le font. Parce que c'est dur. Parce qu'accepter que quelque chose n'est pas comme tu le voulais demande de la maturité. Cela demande de regarder les choses en face sans victimisation. Et ça fait mal. Mais ça fait beaucoup moins mal que de continuer à blâmer tout le monde et à rester immobile en attendant que le monde s'adapte à tes attentes. Fais la paix avec ce qui est, et je répète, non pas parce que tu aimes ça, mais parce que c'est ce qu'il y a. Parce que rester en guerre avec la réalité ne fait que te faire perdre le présent. Et si tu perds le présent, tu perds tout. Tes opportunités, ton énergie, ta vision. Rien de nouveau ne naît d'un esprit qui continue à se lamenter sur ce qu'il ne peut plus corriger. Ce principe stoïcien t'oblige à être brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu évites d'accepter? Un échec? Un rejet? Une perte? Le premier acte de force mentale est d'admettre ce qui existe, même si ça fait mal. Parce que de là, tu peux bouger. De là, tu peux agir avec intelligence. De là, tu peux grandir. Mais si tu te refuses, tu restes coincé dans un passé qui ne peut même plus te toucher, mais qui a encore du pouvoir sur toi parce que tu ne l'as pas lâché. Accepter ne te rend pas faible, ça te rend libre, ça te libère du poids de la fantaisie, ça te permet de voir clairement. Et à partir de cette clarté, tu peux prendre des décisions qui te servent vraiment. C'est ainsi que fonctionne le stoïcisme.
Il ne te peint pas la vie en rose, il te donne des outils pour marcher avec assurance, même quand tout est en désordre. Fais la paix avec ce qui est, parce que c'est la seule façon de commencer à construire ce qui sera. 3. Interroge ton esprit comme un sage. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. En fait, une grande partie de ce que tu te répètes quotidiennement ne sont que des opinions non révisées, des idées héritées, des peurs camouflées en logique. Ton esprit peut être ton allié le plus puissant ou ton manipulateur le plus astucieux, et si tu ne le remets pas en question, il te traînera sur des chemins que tu n'as pas choisis, te convaincra que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, qu'il vaut mieux rester immobile. C'est ainsi qu'opère un esprit sans surveillance. Il parle avec une voix d'autorité, mais souvent il ne sait pas ce qu'il dit. Le problème est que tu le crois trop vite. Une pensée apparaît et tu l'acceptes sans filtre, sans discussion, comme si c'était une sentence sacrée. Je ne suis pas assez. Ça ne va pas bien se passer. Il est trop tard pour moi. Et qui a dit ça? Où est la preuve? Depuis quand quelque chose qui se sent vrai se transforme-t-il automatiquement en réalité? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu avec son tranchant aigu. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons sur elles. Et qui forme ces opinions? Toi. Mais pas toi, le toi conscient. Souvent, c'est la partie automatique de ton esprit, celle qui a été conditionnée, celle qui a appris à réagir par peur, pas par clarté. C'est pourquoi la pratique stoïcienne exige que tu deviennes un interrogateur de tes pensées. Pas un ennemi, pas un esclave, mais un juge ferme. Chaque fois qu'une idée qui te limite, qui te freine, qui te plonge, surgit, ne l'accepte pas immédiatement. Arrête-toi et demande, est-ce complètement vrai? Est-ce que penser ainsi m'aide? Est-ce que je réagis à partir d'un fait ou d'une interprétation? Fais-le comme un sage qui ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Parce que l'esprit, lorsqu'il est perturbé, lance des pensées comme une machine défectueuse. Il les tire sans précision, sans ordre, sans vérité, et tu ne peux pas vivre en obéissant à chacun de ces tirs. Cela se pratique tous les jours, chaque fois que tu ressens de l'anxiété, de l'insécurité, de la peur, de la frustration. Arrête-toi, ne fuis pas la pensée, mais ne la suis pas aveuglément non plus. Regarde-la, observe-la, examine-la comme quelqu'un qui désamorce une bombe. Demande-lui d'où elle vient, quelle est son intention, quelle partie de toi la soutient. Plus tu le fais, plus le pouvoir que ces pensées avèrent sur toi s'affaiblit. Et ce qui est le plus important, tu commences à réaliser que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui pense. Tu es l'observateur, l'architecte, l'éditeur de cette voix intérieure. Mais si tu ne prends pas ce rôle, cette voix te gouverne. Et le pire, c'est qu'elle le fait avec des arguments qui sonnent logiques, mais qui sont remplis de peur, de passés non résolus, de croyances empruntées. Interroge ton esprit, non pas pour le détruire, mais pour le nettoyer, pour garder ce qui est utile, ce qui est réel, ce qui te renforce. Parce que si tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu crois, tu finiras par être l'esclave d'idées qui ne t'appartiennent même pas. Rappelle-toi, l'esprit sans discipline est comme un jardin abandonné. Les mauvaises herbes poussent seules, les bonnes nécessitent de l'attention. Alors sois ce sage qui élague, qui révise, qui prenne soin. Parce que celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise sa vie. Et tu n'es plus là pour vivre en obéissant à des voix qui ne te mènent nulle part. Tu es là pour les remettre en question et les dépasser. 4. Marche avec peur, mais marche. La peur est comme un chien affamé. Si tu cours, elle te poursuit. Si tu t'arrêtes, elle t'entoure. Si tu l'affrontes calmement, que tu la regardes dans les yeux et que tu continues ton chemin, elle reste à aboyer, mais elle ne mord plus. C'est la grande erreur de beaucoup, attendre que la peur disparaisse pour commencer. Mais la peur ne part pas. Elle s'affaiblit lorsque tu te renforces. Elle se tait lorsque tu décides d'avancer. Rester à attendre que tout soit clair, sûr et sans risque, c'est le raccourci parfait vers la paralysie. Parce que l'esprit te vendra 1000 raisons de ne pas bouger. Il te montrera tout ce qui pourrait mal se passer. Et toi, si tu n'as pas de courage, tu finiras par le croire.
tu finiras par construire ta vie autour de ce que tu crains, pas de ce que tu désires. Et tu sais ce qui est pire? Que vivre ainsi fait aussi mal. Ça fait mal de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas le monde qui t'a arrêté, c'était toi. Ton manque de décision, ton besoin de garantie, ton habitude d'imaginer des désastres et de les appeler prudence. Cette peur bien déguisée en logique qui te fait croire que tu te protèges alors qu'en réalité tu te sabotes. Le stoïcien ne nie pas la peur, il ne la maquille pas, il ne l'élimine pas, il la porte, il la regarde, il la reconnaît, mais il ne lui donne pas le gouvernail. Parce qu'il comprend que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle, c'est se lever avec l'estomac retourné et pourtant faire le pas. C'est parler même si la voix tremble. C'est décider même si tu ne sais pas avec certitude ce qui va se passer. Et oui, tu pourrais échouer, tu pourrais trébucher, mais tu pourrais aussi grandir. Tu pourrais ouvrir une porte que tu n'aurais jamais vue si tu ne t'étais pas déplacé. La peur est une boussole à l'envers. Elle a tendance à te montrer exactement ce que tu as le plus besoin d'affronter. Ce que ton esprit évite le plus, c'est ce que tu as le plus besoin de confronter. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, ce sont ceux qui ont appris à vivre avec sans perdre leur cap. Parce que la peur n'est pas vaincue par la théorie, elle est vaincue en marchant, en faisant des pas réels, concrets, même si tes jambes tremblent. C'est là que le caractère se forge. Dans l'action inconfortable, pas dans la pensée réconfortante. Chaque fois que tu agis avec peur, tu entraînes ton esprit. Tu lui apprends que c'est toi qui commandes, pas les émotions. Que c'est toi qui décides si tu avances, pas tes insécurités. Et cet entraînement est ce qui transforme l'identité. C'est ce qui transforme quelqu'un de faible en quelqu'un de fort. Pas par magie, mais par constance. Alors ne te trompe pas. La peur n'est pas ton ennemi. C'est ton signal, c'est l'avertissement que tu sors du moule, que tu touches des limites internes qui ont besoin d'être brisées. Et si tu ne les brises pas toi-même, la vie les brisera de force. Préfères-tu que le changement te pousse ou être toi qui te lève et marche? Marche avec peur, mais marche. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu resteras assis toute ta vie. Celui qui bouge effrayé avance. Celui qui attend le courage parfait meurt en attendant. Et tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour te surpasser, même si ça fait mal, même si tout tremble en toi, même si tu as peur, mais que cette peur te voie de dos pendant que tu es déjà en mouvement. 5. Respire avant de brandir l'épée. Un esprit perturbé est comme un champ de bataille couvert de brouillard. Tu ne vois pas clairement, tu tires par instinct, tu blesses sans le vouloir, ou tu te détruis sans t'en rendre compte. Et c'est justement dans cet état que la plupart des gens prennent des décisions, répondent, agissent et regrettent ensuite. Parce qu'ils n'ont pas su attendre une seconde de plus. Parce qu'ils n'ont pas su respirer. Dans un monde qui idolâtre la réaction immédiate, s'arrêter est un acte de pouvoir. La pause est l'arme du sage. L'impulsion est le piège du faible. Et oui, il est plus facile de crier, d'attaquer, de répondre avec du venin. Mais il est aussi plus facile de détruire ce qui t'a pris des années à construire. Une relation, ta dignité, ton calme. Tout peut être brisé en quelques secondes si tu ne sais pas t'arrêter à temps. Respirer n'est pas une technique de relaxation, c'est une stratégie de guerre. Le stoïcien sait que le feu intérieur peut consumer plus que n'importe quel ennemi extérieur. C'est pourquoi, avant de brandir l'épée, respire, observe, questionne. Ce que tu vas dire, est-ce que ça construit ou est-ce que ça décharge seulement ta frustration? Ce que tu vas faire, est-ce que ça te représente ou est-ce simplement une réaction émotionnelle qui te pèsera plus tard? Beaucoup confondent le calme avec la passivité.
Ils ne comprennent pas que la véritable force réside dans le contrôle, pas dans l'explosion. N'importe qui peut perdre la tête quand il est blessé. Mais tout le monde ne peut pas rester ferme, regarder la blessure, respirer profondément et décider de manière rationnelle. Cela nécessite de l'entraînement, cela nécessite du caractère. Il ne s'agit pas de te réprimer, il s'agit de te gouverner, de ne pas agir tant que le volcan intérieur continue de rugir. Parce que dans cet état, ce n'est pas toi, c'est ton ego, ta peur, ta douleur qui parlent pour toi. Et quand tu les laisses parler pour toi, tu assumes des conséquences qui pèsent ensuite le double. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé premeditatio malorum, visualiser le pire qui pourrait arriver, anticiper les impulsions, se préparer mentalement au coup de la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que celui qui ne s'entraîne pas pour le chaos sera dévoré par lui. Et une partie de cet entraînement consiste à apprendre à attendre, à ne pas répondre à l'apogée de l'émotion, à respirer et à observer comment le brouillard se dissipe avant de prendre la prochaine décision. Pense aux fois où tu as agi sous le coup de l'émotion. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a juste laissé avec de la culpabilité, de la honte ou des conséquences inutiles? L'émotion intense est une mauvaise conseillère. Elle te montre une version déformée de la réalité, te fait croire que le problème est plus grand qu'il ne l'est, et que tu es plus fragile que tu ne l'es vraiment. Respirer, c'est revendiquer ta place en tant que leader de ton propre esprit. C'est donner ce petit espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace où tu n'agis pas par impulsion, mais par conscience, où tu n'utilises pas l'épée pour blesser, mais pour défendre ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que quelque chose te met hors de toi, que tu sens le sang monter et l'orgueil s'enflammer, ne retombe pas dans les mêmes travers. N'agis pas par habitude, ne dis pas la première chose qui te vient à l'esprit. Respire, compte jusqu'à 5 si nécessaire, fais un pas en arrière si c'est nécessaire. Mais ne te trahis pas en ne sachant pas attendre, parce que celui qui respire avant d'attaquer non seulement évite des guerres inutiles, il gagne aussi du respect, le sien et celui des autres. Et toi, si tu veux vraiment être fort, tu devras te maîtriser avant d'essayer de changer le monde. Aussi simple que cela, aussi difficile que cela, aussi nécessaire que cela. 6. Sois le ciel, pas l'orage. Lorsqu'une tempête éclate, elle ravage tout, elle ne choisit pas, elle détruit. Mais le ciel reste là, intact, observant de haut. Laissez passer le chaos, sans devenir lui-même le chaos. C'est ainsi que tu devrais apprendre à être. Parce que tant que tu vivras comme une tempête, tu vivras en réagissant, en éclatant, en t'épuisant. Mais lorsque tu choisis d'être le ciel, tu cesses d'être l'esclave de chaque émotion qui traverse ton esprit. La plupart des gens ne se rendent pas compte de cela. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe. Ta colère, ton anxiété, ta tristesse ne sont pas ton identité. Ce sont des états temporaires, comme des nuages passagers. Certains sombres, d'autres gris, d'autres denses. Mais tous, sans exception, se dissipent. Le problème, tu t'identifies tellement à eux que tu oublies que tu es quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus stable. Tu n'es pas ton orage, tu es l'espace qui le contient, mais cela exige de la conscience, cela exige de la vigilance, parce que si tu ne formes pas ton esprit, chaque émotion te domine comme si elle avait le droit. Tu te mets en colère et tu exploses, tu souffres et tu t'effondres, tu es frustré et tu abandonnes. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais parce que tu ne sais pas te séparer de ce qui se passe à l'intérieur. Le stoïcisme ne te demande pas d'arrêter de ressentir, il ne te transforme pas en pierre, il t'entraîne à ne pas te perdre dans chaque vague émotionnelle, pour observer la colère sans agir à partir d'elle, pour ressentir la tristesse sans en faire une identité permanente, pour traverser l'incertitude sans la transformer en excuse pour t'arrêter. Imagine que ton esprit est un ciel immense. Les émotions sont des nuages, des orages, des rafales. Tu peux les observer, les reconnaître, les ressentir, sans devenir eux. C'est la différence entre quelqu'un qui se maîtrise et quelqu'un qui réagit. L'un répond, l'autre se noie dans chaque impulsion.
Et ce n'est pas de la poésie, c'est une pratique, c'est regarder à l'intérieur et se demander « Cette émotion mérite-t-elle de diriger mes actions ? Est-ce que je vois le tableau complet ou suis-je dans le brouillard ?» Parce que celui qui vit à partir de la tempête ne voit que du gris. Il ne répond qu'avec le chaos. Il ne transmet que ce qu'il a à l'intérieur. Mais quand tu décides d'être le ciel, tu commences à agir à partir d'un lieu de calme. Pas un calme fin, un vrai calme. Celui qui naît de la connaissance que tu n'es pas ce qui se passe, mais celui qui décide quoi faire avec. Et c'est cela qui change tout. Sois le ciel, pas l'orage. Non pas parce que c'est à la mode d'être en paix, mais parce que tu ne peux pas avancer si chaque émotion t'emporte comme un vent de tempête. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si ton esprit est constamment dans le brouillard. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tes réactions détruisent ce que tu essaies de maintenir. Et oui, tu vas ressentir, tu vas douter, tu vas tomber dans des émotions intenses, mais tu peux aussi choisir de respirer, de faire une pause, de regarder de haut, de retrouver ton centre. Le ciel ne lutte pas contre la tempête, il la laisse passer, parce qu'il sait qu'après elle, tout s'éclaircit. Fais-toi une faveur. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Ne sois pas l'orage. Respire, attends, observe, et ensuite choisis. Parce que c'est ce que fait une personne vraiment forte. Elle ne se laisse pas emporter par ce qu'elle ressent. Elle décide à partir de ce qu'elle veut construire. Et si tu réussis à vivre ainsi, si tu réussis à être le ciel même quand tout gronde en toi, alors tu ne t'es pas seulement sauvé, tu t'es élevé. Et de là, personne ne peut te renverser, parce que celui qui maîtrise son ciel intérieur ne craint plus aucune tempête. 7. Choisis avec fermeté, non avec feu. Il y a des décisions qui se prennent avec la tête froide, et il y a des décisions qui se prennent avec le cœur enflammé. La différence entre les deux est abyssale. L'une construit, l'autre dévaste. Parce que lorsque tu décides avec le feu, ce qui brûle n'est pas la conviction, c'est l'impulsion. Et l'impulsion, sans direction, finit toujours par briser plus qu'elle ne répare. Choisir avec fermeté n'est pas la même chose qu'agir avec colère. Il ne s'agit pas de paraître déterminé, il s'agit d'être en paix avec ce que tu as choisi après y avoir réfléchi. Mais cela nécessite quelque chose que peu de gens ont aujourd'hui. Pause, clarté et maîtrise. Parce que nous vivons dans un monde où tout exige une réaction immédiate. On te provoque et tu réponds. On te blesse et tu attaques. Tu te sens insécurisé et tu prends une décision juste pour ne pas te sentir inférieur. Et qu'arrive-t-il ensuite? Tu te rends compte que tu n'as pas agi avec fermeté. Tu as agi avec le feu. Et le feu sans contrôle brûle tout, y compris toi. La vraie fermeté naît du silence. De ce moment où tu te demandes ce qui est juste, non ce qui semble bien maintenant. Et cela dérange, parce que cela implique de regarder au-delà de l'impulsion, de contenir la réaction automatique et de te demander « Cette décision représente-t-elle qui je veux être ?» Si la réponse est non, tu sais ce que tu dois faire. Le stoïcien ne prend pas de décision pour apaiser une émotion, il les prend pour maintenir un cap, parce qu'il sait que le prix à payer pour agir à partir du feu est élevé. Des mots que tu ne peux pas retirer, des portes que tu ne peux pas rouvrir, des chemins que tu ne peux pas refaire. La fermeté n'est pas la rigidité. La fermeté, c'est savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et être prêt à le soutenir, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La fermeté se voit chez la personne qui dit non, sans colère. Chez la personne qui s'en va sans faire de scandale. Chez la personne qui pose des limites sans avoir besoin de frapper la table. Parce qu'elle n'a pas besoin de bruit. Elle a une direction. Elle a une conviction. Et cela, dans un monde plein de réactions, se ressent comme du pouvoir. Pense à combien de fois tu as agi à partir du feu et ensuite tu as dû éteindre les conséquences. Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne pensais pas, simplement parce que tu ne pouvais pas supporter le moment? Combien de décisions hâtives as-tu traîné pendant des années parce que tu ne savais pas attendre un peu plus longtemps? La fermeté aurait tout changé.
Parce que lorsque tu choisis à partir de la clarté, ce que tu décides a des racines, a du poids, a du sens. C'est pourquoi, avant de parler, avant d'agir, avant de répondre, arrête-toi. Non pas parce que tu es faible, parce que tu es fort, parce que tu n'as pas besoin du feu pour imposer ton point de vue, tu as besoin de la conscience pour maintenir ta direction. Et c'est ce qui te distingue. Le feu s'éteint, la fermeté reste. Et oui, ils vont continuer à te provoquer, ils vont continuer à pousser tes limites. Mais c'est là que tu t'entraînes, non pas dans la théorie, mais dans la pratique. Quand quelqu'un veut te voir perdre le contrôle et que tu choisis de le garder. Quand tu pourrais crier, mais tu décides de parler. Quand tu pourrais partir en colère, mais tu choisis de partir avec dignité. Choisis avec fermeté, non avec feu. Parce que celui qui décide depuis le centre construit un chemin solide. Celui qui décide depuis la colère vit en courant entre les cendres. Et tu n'es pas ici pour brûler. Tu es ici pour avancer avec des pieds fermes, avec un esprit clair, avec une âme en paix. Parce que c'est la force qui ne se voit pas, mais qui change tout. 8. Vois l'erreur comme un miroir, pas comme une punition. Il y a ceux qui trébuchent et se plongent dans la culpabilité. D'autres trébuchent, se secouent la poussière et regardent attentivement le sol. La différence entre les deux ne réside pas dans la chute, mais dans la façon de l'interpréter. Parce que l'erreur n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour te montrer quelque chose que tu ne voyais pas. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Un miroir inconfortable, certes, mais profondément utile, si tu as le courage de te regarder dedans. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de réagir comme si l'échec était la fin du chemin. Comme si l'erreur parlait de ton identité plutôt que de ton processus. Quand tu fais une erreur, tu ne confirmes pas que tu es incapable. Tu indiques le point exact où tu as besoin de grandir. Et ça, même si ça fait mal, c'est une opportunité déguisée. Mais bien sûr, cela demande de la maturité. Cela exige que tu arrêtes de te traiter comme un juge qui attend seulement ta chute pour te condamner. Combien de fois t'es-tu dit « Comment ai-je pu être si stupide ? Cela n'aurait pas dû arriver ?» Et combien de ces fois as-tu vraiment appris quelque chose avec cette attitude ? La culpabilité constante n'enseigne pas, elle épuise seulement. C'est une punition sans correction, du bruit sans progrès. Le stoïcien ne nie pas l'erreur. Il ne la cache pas, il l'expose, il l'analyse, il l'utilise. Parce qu'il sait que chaque échec contient des informations précieuses. Où as-tu hésité? Où as-tu agi impulsivement? Qu'est-ce que tu n'as pas vu venir? Tout cela, si tu le regardes avec un esprit ferme, se transforme en sagesse. Mais si tu le regardes avec honte, cela devient seulement un poids. Regarde l'erreur comme un miroir, parce qu'elle te renvoie ton véritable reflet. Pas celui que tu aimes, pas celui que tu montres, mais celui que tu as besoin de voir. Là se trouve ton ombre, tes habitudes automatiques, tes points aveugles. Et aussi inconfortables qu'ils soient, ils font aussi partie de toi. Et tant que tu ne les vois pas, ils continueront à se répéter. Accepter une erreur n'est pas la justifier, c'est l'intégrer. C'est assumer l'entière responsabilité de ce que tu as fait sans te détruire pour cela. Parce que si tu ne peux pas assumer ton erreur sans t'effondrer, comment vas-tu assumer ta croissance? Personne ne se transforme en fuyant son reflet. Seul celui qui l'affronte sans peur se transforme. Et ne te trompe pas, le monde n'a pas besoin de personnes qui ne font pas d'erreurs. Il a besoin de personnes qui savent quoi faire après avoir échoué, qui peuvent demander pardon sans perdre leur dignité, qui peuvent se corriger sans abandonner, qui peuvent dire « je me suis trompé » sans se traîner. Cela ne t'affaiblit pas, cela te renforce, cela te rend humain. Demande-toi ceci. Qu'est-ce que la dernière erreur que tu as commise te montre? Quelle partie de toi a été mise à nu? Où as-tu besoin de plus de clarté, de plus de tempérance, de plus de direction? Les réponses sont là, mais tu ne les verras que si tu arrêtes de fuir ce miroir et que tu te tiens devant lui avec détermination. L'erreur n'est pas l'ennemi, c'est le maître silencieux. C'est la leçon que tu n'as pas demandée, mais dont tu as le plus besoin. Et si tu sais la lire,
tu peux avancer avec 2 fois plus de sagesse, moins d'arrogance, plus d'humilité. Parce que parfois, ce qui te transforme le plus n'est pas ce que tu as bien fait, mais ce que tu as mal fait et que tu as décidé de corriger avec caractère. Alors, la prochaine fois que tu échoueras, ne te punis pas, ne t'enferme pas, ne deviens pas ton propre bourreau. Respire, regarde l'erreur en face, apprends et recommence. Parce que chaque erreur que tu affrontes avec sagesse, c'est une partie de toi en moins qui peut te contrôler à nouveau. Et ça, crois-moi, c'est l'un des plus grands accomplissements que tu peux atteindre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un V. Ta vie est comme une pièce pleine de miroirs brisés. Chaque décision que tu prends reflète un morceau de toi, ce que tu as été, ce que tu crains, ce que tu prétends et ce dont tu rêves. Mais continuer à marcher pieds nus parmi ces fragments, en espérant ne pas saigner, est naïf. Et pourtant beaucoup préfèrent cela à ramasser un à un ces morceaux de verre et à se reconstruire consciemment. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que regarder en face ce que tu es sans fioriture ni excuse est putain de mal à l'aise. Mais c'est précisément là que commence la véritable transformation. Il ne s'agit pas de phrases motivantes vides. Il ne s'agit pas de croire en toi tout en répétant les mêmes schémas qui te ruinent. Ce processus va au-delà du superficiel. Il est brut, il est réel, et si tu le fais sérieusement, il est aussi libérateur. Ici, nous ne venons pas pour adoucir ton chemin, nous venons pour allumer une alarme en toi. Parce que si tu ne changes pas, rien ne change, et tu le sais déjà. Nous allons parler de ce que la plupart évitent. Comment rompre avec les impulsions qui sabotent ta paix, comment construire une vie guidée par un but et non par une émotion momentanée, comment accepter que parfois être perdu ne signifie pas être vaincu, comment arrêter de réagir et commencer à répondre intelligemment. Tout cela avec des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une discussion philosophique, c'est une intervention directe sur ta conscience. Si tu arrives jusqu'à la fin, ce ne sera pas un hasard. Ce sera parce que quelque chose en toi en a assez de repousser le changement. Parce que cette fois, tu n'es pas venu écouter par curiosité, mais pour te réveiller. Es-tu prêt ou vas-tu continuer à fuir? 1. Domine-toi dans la première seconde, où tu seras esclave le reste de la journée. Une bombe n'a pas besoin d'exploser pour être dangereuse. Il suffit qu'elle soit mal placée. Il en va de même pour toi, chaque fois que tu te laisses emporter par l'impulsion. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de frapper quoi que ce soit. Il suffit de dire le mot erroné, de prendre la décision que tu sais que tu ne devrais pas, ou simplement de rester silencieux lorsque le moment exigeait de la fermeté. Tu te sabotes sans que personne ne te touche. Tu te désorganises sans que personne ne te pousse. Et le pire, c'est que tu le sais, mais tu le répètes quand même. La plupart des gens ne sont pas en échec par manque de talent ou d'opportunité. Ils échouent parce qu'ils agissent depuis le chaos et non depuis la conscience. Ils sautent à la moindre émotion, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix, comme s'ils étaient esclaves de leurs réactions. Mais ils ne le sont pas. Ils sont simplement distraits, brisés à l'intérieur, aveugles au milieu du feu. Et s'ils ne se réveillent pas, ils continueront à réagir comme un animal acculé qui ne comprend même pas pourquoi il attaque. Tu n'es pas né pour vivre ainsi. Tu es ici pour te gouverner, pas pour te justifier. Chaque fois que quelque chose t'irrite, chaque fois que quelqu'un te déçoit, chaque fois que tu sens que tout te dépasse, un petit espace à peine perceptible s'ouvre où tu peux choisir. Et oui, choisir. Parce que même si tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, tu peux décider ce que tu fais avec ce que tu ressens. Mais ce choix n'apparaît que si tu es éveillé, sinon tu seras comme tous les autres, un esclave élégant de son désordre interne. La conscience ne s'improvise pas, elle se forme. Elle ne te viendra pas par magie, pendant que tu cries au milieu d'une dispute ou que tu justifies tes erreurs comme d'habitude. Ça va te coûter, ça va te faire mal. Mais c'est ça, ou vivre selon le même schéma pendant des années. La prochaine fois que quelque chose t'enflamme de l'intérieur, ne te justifie pas en disant « je suis comme ça ». Arrête-toi, n'explose pas, ne te perds pas encore une fois dans l'émotion du moment.
Respire même si ta poitrine tremble. Marche même si tout en toi veut courir. Pense même si le bruit te pousse à crier. Les stoïciens l'avaient bien compris. Tu n'es pas libre si tu ne sais pas te dominer. Tu peux avoir le monde à tes pieds et le perdre en une seconde à cause d'une mauvaise réaction. Tu peux avoir toutes les connaissances et les perdre parce que tu ne sais pas les appliquer quand cela compte vraiment. Parce que ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais quand tu en as le plus besoin. C'est là que se mesure la force d'une personne, dans la première seconde, au moment où tout est tendu, là, pas après. Être conscient ne signifie pas se réprimer, cela signifie se soutenir. Se soutenir quand tout bouge, se soutenir quand tout en toi veut crier, fuir, frapper, abandonner, se soutenir sans masque, sans justification. Parce que c'est là que tu deviens fort, c'est là que tu n'agis plus à partir de la blessure, mais à partir du contrôle, à partir du caractère, à partir d'un esprit qui ne se brise pas à la moindre secousse. Et quand tu réussis cela une fois, tu commences à changer. Parce que tu comprends que personne ne va arrêter le chaos pour toi, que si tu ne le fais pas, le monde n'attendra pas. Alors tu réponds, tu ne réagis pas, tu prends le contrôle et tu contiens ton feu sans te brûler. Cela ne te rend pas parfait, cela te rend conscient. Et cette conscience est le début de tout ce que tu veux construire. Remplace chaque habitude qui t'affaiblit par une qui te renforce. Un poison ne te tue pas seulement par sa présence, il te tue par répétition. Goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'il te consume sans que tu t'en rendes compte. Et c'est la même chose avec tes habitudes, peu importe si cela semble inoffensif ou si tu le fais juste un peu. Si ce que tu fais chaque jour te retire de la force, tôt ou tard, cela va te briser. Mais le pire, c'est que cela ne te brise pas d'un coup. Cela te use jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus et que tu ne saches pas comment tu as pu tomber si bas. Et quand tu t'en rends compte, cela fait déjà des années que tu appuies sur le même bouton que tu savais destructeur. La plupart des gens ne échouent pas par manque de rêves, ils échouent à cause d'habitudes qui sabotent ces rêves en silence. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, ni d'une routine d'élite. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de nourrir ce qui te vide. Tu sais lesquelles sont ces habitudes. Tu le sais quand tu passes des heures devant un écran parce que tu as peur d'affronter ta réalité. Tu le sais quand tu retournes vers des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne te valorisent pas. Tu le sais quand tu repousses ce que tu sais que tu devrais faire aujourd'hui. Et pourtant, tu le répètes. Parce que c'est confortable, parce que c'est connu, parce que tu en as fait une partie de toi. Mais le fait que cela fasse partie de ta routine ne signifie pas que cela t'appartient. Une habitude qui t'affaiblit n'est pas une coutume, c'est une trahison lente envers ta meilleure version. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme une obligation, mais comme une forme de respect envers soi-même. Remplacer une mauvaise habitude n'est pas seulement arrêter de la faire, c'est affronter la vérité qui la soutient. Car derrière chaque habitude se cache une émotion non résolue, une blessure que tu ne veux pas regarder ou une excuse qui est devenue ton refuge. Et si tu ne vois pas cela, tu ne changeras que l'habitude superficielle. Mais le vide restera là, cherchant une autre façon de s'exprimer. Tu veux de la force? Alors commence à agir comme quelqu'un de fort. Et je ne parle pas de soulever des poids ou de lire des livres d'auto-assistance. Je parle d'observer ce que tu fais chaque jour et de te demander avec une brutalité honnête. Est-ce que cela me construit ou est-ce que cela me coule? Et si tu sais que cela te coule, alors tu as deux choix. Le justifier comme toujours ou le remplacer par quelque chose qui te rapproche de ce que tu veux être. Tu n'as pas besoin de tout changer en une semaine. Tu as juste besoin de commencer par une habitude. Une que tu peux lâcher aujourd'hui et une que tu peux adopter. Si chaque jour tu choisis quelque chose qui te rend plus fort, même si c'est petit, au bout de quelques semaines, tu ne seras plus le même. Mais si chaque jour tu répètes ce qui t'affaiblit, alors n'attends pas des résultats différents. Ne te plains pas de ce que tu ne changes pas. Ne demande pas ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Le vrai changement ne commence pas avec la motivation. Il commence avec le ras-le-bol, avec ce moment où tu ne peux plus te trahir un jour de plus.
avec ce jour où tu dis « jusqu'ici », et non pas comme une promesse, mais comme une déclaration de guerre interne. Parce que oui, c'est une guerre. Contre la facilité, contre l'automatisme, contre ce qui te fait perdre du pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu remplaces une habitude qui te tire vers le bas par une qui te soulève, tout commence à bouger. Tes pensées, ton corps, ton environnement, parce que ce que tu fais chaque jour n'est pas une routine, c'est une construction. Et si tu construis avec ce qui est incorrect, ne sois pas surpris lorsque ta vie s'effondre face à n'importe quel vent. Mais si tu construis avec intention, avec force, avec conscience, alors il n'y a plus d'habitude qui t'affaiblit, qui puisse rester longtemps. 3. Choisis ton but comme guide quotidien, pas comme un idéal lointain. Une carte ne sert à rien si tu la gardes dans ta poche et que tu ne l'ouvres jamais. Tu peux être debout sur le bon chemin et pourtant être perdu si tu ne sais pas où tu vas. C'est ce que beaucoup font avec leur but. Ils en font une belle idée, lointaine, presque sacrée, mais ils la gardent cachée. Ils s'en souviennent quand tout va mal ou quand ils ont besoin de justifier pourquoi ils n'ont pas progressé. Mais un but qui n'est pas appliqué au quotidien n'est qu'une excuse déguisée en rêve. Beaucoup disent qu'ils veulent trouver leur but, comme s'il était enterré dans un coin du monde en attente d'être découvert. Il ne l'est pas. Le but ne se trouve pas, il se décide, il se construit. Il est choisi chaque jour au milieu du bruit, de la fatigue, des excuses. Le but n'est pas une révélation divine, c'est un engagement humain. Et si tu n'en fais pas partie de tes actions quotidiennes, alors tu ne l'as pas, tu le repousses. La plupart se perdent, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils vivent sans direction. Ils se lèvent chaque jour sans un cap, sans une raison claire d'agir, puis se demandent pourquoi ils se sentent vides. Le but ne remplit pas par son existence, il remplit par sa vie. Il ne te donne pas de pouvoir en le rêvant. Il te le donne quand tu te forces à agir, même si tu n'as pas envie. Quand tu continues à marcher, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Quand tu choisis ce qui est juste, même si c'est inconfortable. Le but n'est pas un objectif dans le calendrier. C'est la boussole qui te guide dans chaque petite décision. Tu n'es pas aligné sur ton but quand tout va bien. Tu es aligné quand même dans les jours difficiles, tu ne trahis pas ce que tu as dit qui était important pour toi. C'est ce qui sépare celui qui grandit de celui qui reste au même endroit en répétant des phrases motivantes qu'il ne vit pas. Les stoïciens ne parlaient pas du but comme d'une fantaisie. Ils le vivaient comme un principe de vie. Marc Aurèle ne se demandait pas chaque jour s'il avait envie d'être empereur. Sénèque n'écrivait pas en espérant être inspiré. Ils agissaient à partir d'un sens clair, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils comprenaient que sans but, l'esprit s'affaiblit, le caractère se dilue et le temps est gaspillé. Et toi, d'où vis-tu? D'une vision ferme ou de ce qui se présente? Prends-tu des décisions à partir de ton but ou de ton humeur? Car si tout dépend de comment tu te sens, alors tu ne guides pas ta vie, tu laisses tes émotions improviser pour toi. Ce n'est pas la liberté, c'est le chaos déguisé en spontanéité. Vivre avec un but n'est pas faire de grandes choses, c'est faire des choses avec une grande raison derrière. C'est que tes actions les plus minimes soient connectées à quelque chose qui a du sens pour toi. Et ça se voit. Ça se voit dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ce que tu choisis de tolérer et dans ce que tu décides d'abandonner. Le but ne se dit pas, il se respire. Et si tu le dis plus que tu ne le pratiques, alors quelque chose ne va pas. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. Tu as juste besoin d'avoir clair pourquoi tu fais ce que tu fais. Et le répéter jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de motivation pour continuer. Parce que quand le but guide, la fatigue pèse moins, la critique importe peu et la peur devient une poussée. Si tu es perdu, ne regarde pas plus loin. Regarde ce que tu fais chaque jour. Là, tu sauras si tu marches vers quelque chose de réel ou si tu fuis simplement ce que tu ne veux pas affronter. 4. Accepte les jours nuageux sans te détruire parce que tu te sens confus. L'océan le plus profond a aussi une surface calme. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de courants agités, de tourbillons, d'obscurité en dessous.
C'est ainsi que fonctionne ton esprit. De l'extérieur, tu peux sembler calme, mais à l'intérieur, tu te bats avec des questions auxquelles tu ne sais pas comment répondre. Le problème n'est pas le doute. Le problème est qu'on t'a appris à le détester. Comme si le fait de ne pas avoir de clarté signifiait que tu étais en train de perdre. Comme si être confus était un signe d'échec. Mais ce n'est pas le cas. Te sentir perdu n'est pas la fin du chemin. C'est une partie inévitable du voyage si tu es vraiment en train de changer. Personne qui évolue ne se sent complètement sûr. Celui qui avance vraiment trébuche aussi, se fatigue aussi, doute aussi. Mais il le fait sans renoncer. Il le fait sans se briser chaque fois que la situation n'est pas claire. Et c'est ce que tu dois apprendre, à aller bien même quand tu ne vas pas bien. À accepter le jour nuageux sans maudire le ciel. Parce que le soleil ne disparaît pas, juste parce que tu ne le vois pas. Il est toujours là, tout comme ton but, tout comme ton progrès. Seulement aujourd'hui, la vue est floue. Et c'est bien. Beaucoup se noient dans leurs propres exigences internes. Ils ne supportent pas de se sentir confus. Ils ne tolèrent pas la pause, le vide, la lenteur du processus. Ils veulent tout maintenant, tout clair, tout parfait. Et comme ils ne l'ont pas, ils se punissent. Ils se disent qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne progressent pas, qu'ils sont stagnants. Mais ils ne sont pas stagnants, ils mûrissent. Ils ne savent simplement pas faire la différence entre le recul et la réflexion. Ils ne comprennent pas que la vraie croissance ne se ressent pas toujours comme un bond. Souvent, elle se ressent comme une pause inconfortable. Les stoïciens comprenaient que tout n'est pas une question d'action, mais aussi de résistance ferme. De supporter les vagues sans perdre le cap, de rester debout même quand la direction n'est pas claire. C'est aussi de la force. Être avec toi dans le désordre, dans l'incertitude, dans le manque de réponse. Ne pas te détruire quand tu ne te comprends pas. Ne pas céder à l'impulsion de courir simplement parce que tu ne sais pas où tu vas. Parfois, le progrès le plus important que tu feras sera de rester là, présent, sans fuir. Tu dois arrêter de t'exiger d'aller bien tout le temps. Tu dois arrêter de te traiter comme une machine qui n'est utile que lorsqu'elle est efficace. Tu es humain. Et en tant qu'humain, tu vas avoir des jours de confusion, de déprime, de vide. Ils ne te rendent pas faible, ils te rendent conscient. Parce que seul celui qui se questionne, qui s'arrête pour ressentir, qui permet l'inconfort, peut atteindre une véritable transformation. Les autres ne font que répéter ce qu'ils ont appris. Agissent par impulsion ou font semblant d'aller bien alors qu'ils se brisent à l'intérieur. T'accepter quand tu es au sommet est facile. T'accepter quand tu es nuageux, c'est du caractère, c'est de la maturité, c'est de la conscience. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être en paix. Tu as juste besoin de savoir que le chemin ne se perd pas en ayant une mauvaise journée. Il se perd quand tu utilises cette mauvaise journée comme excuse pour abandonner. Et tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour ça. Alors la prochaine fois que tu ne sauras pas quoi faire, ne tombe pas dans le chaos. Respire. Attends. Fais confiance à ce que tu construis. La clarté revient. Elle revient toujours. Mais seulement pour celui qui reste, pas pour celui qui abandonne chaque fois que le ciel devient gris. 5. Construis ta discipline à partir d'actions minimales, répétées quotidiennement. Une goutte d'eau ne fait pas de bruit le premier jour, mais après des semaines sans y prêter attention, elle pourrit les plafonds, fait éclater les structures et ruine ton repos. C'est ainsi que fonctionnent les petites habitudes. Ce que tu ignores aujourd'hui, parce que cela te semble insignifiant, sera demain le poids exact qui fera s'effondrer ta progression. L'indiscipline n'arrive pas d'un coup. Elle s'infiltre par les trous que tu as laissés ouverts avec tes excuses quotidiennes. Ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui définit ta vie. C'est ce que tu fais chaque putain de jour sans t'en rendre compte. La plupart des gens veulent des résultats immédiats, des changements radicaux, de nouvelles vies en quelques semaines. Mais ils ne supportent pas l'inconfort de répéter ce qui est correct. Ils n'ont pas de patience pour le processus, ni de caractère pour tenir parole lorsque l'émotion disparaît. Ils cherchent des formules magiques, des routines parfaites, de la motivation externe.
mais ils ne sont pas prêts à soulever la pierre chaque jour, même si leurs mains tremblent. Et c'est pour cela qu'ils échouent, parce que la discipline n'est pas épique, elle est sale, elle est répétitive, elle est ennuyeuse, elle ne brille pas, elle n'applaudit pas, elle te force à faire la même chose encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit abandonne et comprenne qui commande. Tu te lèves, tu accomplis, tu avances, tu tombes, tu répètes, tu te fatigues, tu continues. C'est ainsi que se forme le caractère. Pas avec de beaux objectifs ni des discours inspirants, avec des faits, avec des répétitions minimales qui semblent ne rien signifier, mais qui signifient tout. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de chercher des moments parfaits et commence à honorer les moments simples. La vraie discipline commence lorsque tu fais ce que tu ne veux pas, parce que tu sais que tu en as besoin. Quand personne ne te voit, quand tu pourrais abandonner et que personne ne te blâmerait, quand tu as l'impression de ne pas avancer mais que tu le fais quand même. C'est là que se forge le respect de soi. C'est là que naît la vraie force. Pas quand tout va bien, mais quand tout est difficile. Les stoïciens ne parlaient pas de force intérieure depuis le confort. Leur discipline n'était pas décorative, elle était pratique. Épictète ne prêchait pas sur la constance avec de belles phrases. Il le faisait en vivant fermement chaque principe. Parce qu'il savait que sans répétition, il n'y a pas de transformation. Et toi, si tu n'es pas prêt à répéter le minimum, tu n'es pas prêt à soutenir le maximum. C'est aussi clair que ça. Peu importe la petitesse de tes actions, si tu les fais chaque jour avec intention, avec fermeté, avec structure, elles se construiront en toi comme un mur. Et quand le chaos viendra, il ne te détruira pas, parce que tu auras déjà appris à te tenir au milieu de l'effort. C'est ce que les faibles ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit d'entraînement. Ce que tu n'exerces pas, tu le perds. Et ce que tu ne répètes pas, tu l'oublies. Commence aujourd'hui, pas avec un plan parfait, avec un acte minimal, un seul. Répéter sans faillir, parce que si tu ne peux pas soutenir ce qui est simple, comment espères-tu maintenir ce qui est complexe? Chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu le fais, même si tu ne le veux pas, tu renforces ton pouvoir. Et cela, à la fin, définit qui avance et qui ne fait que parler d'avancer. 6. Sois plus fidèle à ton évolution qu'à ton passé. Tu ne peux pas construire un avenir solide si tu continues à défendre les ruines qui sont déjà tombées. Et oui, tu le sais, mais tu continues à revenir à ta vieille version comme si elle te protégeait encore, comme si cette identité que tu as construite pour survivre te servait encore à grandir. Mais ce n'est pas le cas. Elle te freine, elle te limite, elle t'enferme, et le pire, elle le fait avec ton permission. Parce que tu décides chaque jour si tu honores ton processus ou si tu continues à te prosterner devant qui tu étais auparavant. Veux-tu avancer? Alors accepte cette vérité inconfortable. Tu vas devoir décevoir l'image que tu as construite quand tu ne savais pas qui tu étais. Tu vas devoir la lâcher sans préavis, sans applaudissements, sans que personne ne te comprenne. Parce que grandir n'est pas confortable. Changer n'est pas esthétique. Tu n'auras pas de clarté tout le temps. Tu n'auras pas de certitude. Mais si tu attends que tout soit clair pour bouger, tu resteras coincé dans le même cercle encore et encore. L'évolution ne te demande pas la permission, elle exige des renoncements. Tu vas devoir lâcher des gens que tu aimes encore, des habitudes qui te font te sentir bien pour un moment, mais qui te détruisent à long terme. Tu vas devoir trahir ton personnage, briser ta routine, arrêter de parler comme tu parlais, agir différemment même si tu ne sais pas l'expliquer. Et oui, tu vas te sentir bizarre, tu vas sembler un étranger pour ceux qui étaient à l'aise avec ta version précédente. Mais c'est ça, ou rester dans une boucle déguisée en stabilité. Le passé n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas non plus un foyer. Il faisait partie de toi, tu n'es pas toi. Il t'a appris, oui. Il t'a brisé aussi, mais maintenant il gêne si tu insistes pour le porter comme identité. Tu n'es pas obligé d'être aujourd'hui ce que tu étais il y a 5 ans, ni même ce que tu étais il y a 1 mois. Changer ne te rend pas instable, ça te rend conscient,
parce que seul celui qui se remet en question s'améliore. Ceux qui n'osent pas changer se condamnent à prétendre qu'ils sont déjà complets. Les gens courageux ne sont pas ceux qui restent les mêmes pour qu'on ne parle pas d'eux. Ce sont ceux qui changent sans donner d'explication. Ceux qui évoluent sans demander la permission. Ceux qui savent que continuer à grandir signifie tuer des parties de soi-même qui ont déjà accompli leur cycle. Et ça s'appelle le respect de soi. Parce que lorsque tu choisis ton évolution au-dessus de tout, tu arrêtes de vivre pour plaire et tu commences à vivre avec un but. Sénèque disait que la vie est comme une rivière. Tu ne te baignes jamais deux fois dans la même. Et tu ne devrais pas répéter tes pas par nostalgie ou par peur. Ce qui a fonctionné hier peut te gêner aujourd'hui. Ce qui était autrefois un bouclier peut maintenant être ta prison. Et si tu ne le vois pas, si tu ne l'affrontes pas, alors tu ne grandis pas, tu répètes le scénario d'un film que tu connais déjà et que tu ne veux plus voir. Tu ne deviens pas ta meilleure version en étant fidèle à ton histoire. Tu le deviens quand tu choisis, sans trembler, de laisser derrière toi ce qui n'a plus rien à t'apporter. Parce que cet attachement au passé n'est pas de la mémoire, c'est du sabotage. Et si tu restes attaché à cela par confort ou par peur, prépare-toi à voir comment ton avenir devient une copie exacte de ce que tu ne supportes plus. 7. Commence à nouveau comme si personne n'avait le droit de t'arrêter. Une page ne se remplit pas seule parce que la précédente a été arrachée. Tu peux avoir le cahier blanc devant toi, mais si tu ne prends pas le crayon et décides d'écrire quelque chose de nouveau, tu continueras à lire l'ancienne histoire dans ta tête, même si elle n'est plus là. Le problème n'est pas ce que tu as vécu, c'est que tu continues à agir comme si tu ne pouvais pas le lâcher. Comme si quelqu'un devait t'autoriser à recommencer. Mais tu n'as pas besoin de permission pour te reconstruire. Tout ce dont tu as besoin, c'est de décisions fermes et quotidiennes. L'erreur de beaucoup est d'attendre un moment idéal pour commencer. Je commence lundi, quand je me sentirai prêt, quand tout sera plus calme. Des mots vides qui sonnent bien mais qui ne font rien. Si tu attends que tout soit en ordre pour commencer ton changement, alors tu ne veux pas changer. Tu veux que le changement soit confortable. Et ce n'est pas le cas. Recommencer est inconfortable. Ça casse, ça désinstalle, mais ça libère aussi. Parce qu'à chaque fois que tu te choisis au-dessus du passé, tu dis à ton esprit qui commande maintenant. Peu importe combien de fois tu as essayé avant. Peu importe si tu es tombé hier. Peu importe si personne ne te croit. Ce qui compte, c'est que tu te lèves aujourd'hui et dises « Je recommence ». Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que je mérite mieux. C'est la différence entre celui qui stagne et celui qui se transforme. L'un regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. L'autre le fait sans regarder en arrière. Parce que celui qui veut vraiment changer ne s'arrête pas pour négocier avec son histoire. Il bouge. Point. Les stoïciens parlaient du présent comme le seul outil réel que tu as. Le passé n'est pas là. Le futur n'existe pas. Il ne reste que ce que tu fais maintenant. Et si maintenant tu décides d'attendre que tout s'aligne, tu perds ton seul véritable pouvoir, agir. Recommencer ne signifie pas nier ce que tu as été. Cela signifie avoir le courage de surmonter cette version sans rester coincé dans son ombre. C'est se regarder dans le miroir et ne pas se voir en tant que victime, mais en tant qu'auteur. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils attendent l'approbation. Ils veulent que les autres voient qu'ils vont mieux, qu'ils ont changé, qu'ils sont sérieux maintenant. Mais pendant que tu attends que le monde te valide, tu perds du temps. Tu n'as pas besoin de la permission de personne pour recommencer. Si tu sais que tu en as besoin, cela suffit. Et si les autres ne comprennent pas, qu'ils restent en arrière. Parce que celui qui veut avancer ne s'arrête pas pour expliquer chaque pas. Il le fait, le maintient, le répète. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Seul celui qui a touché le fond sait combien il est difficile de se relever. Seul celui qui a échoué de nombreuses fois comprend la valeur d'une nouvelle opportunité. Mais cette opportunité n'apparaît pas seule. Tu la crées, avec de l'action, avec de l'engagement, avec de la présence, et surtout, avec la décision de ne plus blâmer hier
pour ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Alors ne réfléchis pas trop. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est le jour où tu peux arrêter de répéter la même histoire. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais ce sera à toi. Et ce que tu construis à partir de la vérité, même petit à petit, vaut plus que ce que tu maintiens par peur ou par apparence. Commence. Pas avec une promesse, mais avec une action. Que l'on voit que tu as décidé, que l'on voit que cette fois tu es sérieux. Parce que cette fois, tu n'attends rien. Tu le fais sans demander la permission. 8. Fais de ta transformation un engagement visible. Tu peux lire tous les livres, écouter toutes les phrases, répéter tous les mantras. Mais si ton changement ne se remarque pas dans ta façon de vivre, dans tes décisions, dans ta démarche, alors tu ne changes pas, tu joues la comédie. La véritable croissance ne se crie pas, elle se démontre. On la voit sur ton visage quand tu n'as plus besoin de te justifier. On la ressent dans ta présence quand tu ne cherches plus l'approbation. On l'aperçoit dans ta façon de répondre quand avant tu aurais explosé. Changer n'est pas une idée agréable. Changer est inconfortable, mais évident. Et si cela ne se voit pas, c'est que tu n'es pas engagé à le faire vraiment. L'engagement n'est pas mental, il est physique, il est émotionnel, il est visible. Il se remarque dans tes habitudes, dans ton énergie, dans les décisions que tu prends quand personne ne te voit. Tu n'es pas ici pour prétendre évoluer. Tu es ici pour prouver que c'est possible, pour que celui qui te regarde dise « quelque chose a changé en lui, quelque chose a changé en elle ». Et pas à cause de ce qu'il dit, mais de ce qu'il dégage, par ce qu'il fait, par ce qu'il a cessé de tolérer, par ce qu'il construit maintenant sans avoir besoin de le crier. Ta transformation doit se voir dans ton silence, dans ta fermeté, dans ton regard. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Parce que le véritable respect ne se demande pas, il se provoque. Les gens remarquent quand tu fais le travail interne, même si tu ne l'expliques pas. Et ils remarquent aussi quand tu ne fais que le simuler. Tu veux du respect? Alors arrête de promettre et commence à tenir. Tiens ton nouveau standard, tiens tes limites, tiens ta parole, parce que c'est le langage de celui qui ne revient pas en arrière. Les stoïciens le disaient sans fioriture, ton caractère se mesure à tes actes, pas à tes intentions, pas à tes discours. Acte. Changer ta vie n'est pas une question de déclaration, c'est une question d'incarnation. Si ce que tu penses ne se transforme pas en action quotidienne, alors c'est toujours une théorie. Et la théorie sans pratique est une excuse élégante pour rester le même, mais avec des mots plus jolis. Tu n'es plus au stade de l'apprentissage, tu es au stade de l'action. Et pas seulement agir, mais t'engager dans cette action comme un nouveau style de vie. Ne retourne pas à cet endroit qui t'éteignait, ne reviens pas à cette version qui te brisait, ne t'explique pas à celui qui ne correspond plus à ton chemin. L'engagement envers ta transformation est plus important que la nostalgie, plus fort que l'opinion des autres et plus urgent que ton besoin de t'intégrer. Qu'on le remarque, qu'on remarque que tu n'es plus en mode survie, mais en mode construction. Qu'on remarque que ton énergie n'est plus donnée, que ton temps n'est plus négocié, que ta valeur n'est plus en doute. Ne l'explique pas, ne le justifie pas. Vis-le simplement. Parce que quand quelqu'un se transforme vraiment, il n'a besoin de convaincre personne. Il a juste besoin de rester ferme pendant que tout le reste s'adapte ou s'éloigne. Cette fois-ci n'est pas une phase, cette fois-ci n'est pas une tentative de plus, cette fois-ci est le point de rupture. Et cela va se voir parce que tu n'as pas seulement changé d'opinion, tu as changé de posture, de racine, de structure. Et celui qui change ainsi cesse d'être une option pour celui qui n'évolue pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre site.